Un groupe de citoyens désire déposer un recours collectif contre l'aéroport de Dorval. Ils se plaignent du bruit excessif généré par les avions. On en parle cette semaine au Bulletin. Nous discutons de ce dossier avec l'administrateur du groupe Les Pollués de Montréal-Trudeau. Aussi à l'émission, nous rencontrons un des candidats à la chefferie de Projet Montréal, la conseillère de ville de Sainte-Marie, Valérie Plante. Et on explore la programmation de la 17e édition de l'Off Festival de jazz de Montréal. Bonjour, ici Louis-Martin McArdle et bienvenue à cette 21e saison du Bulletin. Je suis très heureux de vous retrouver pour une deuxième année et d'entrée de jeu, permettez-moi de saluer les téléspectateurs de MaTV qui nous regardent aujourd'hui pour la première fois. On est très heureux de vous compter parmi nous. Et on débute cette édition en parlant d'une demande de recours collectif qui a été déposée contre la Société Aéroports de Montréal, NAV Canada et le ministère fédéral des Transports, l'objectif étant d'obtenir une atténuation du bruit généré par les avions au-dessus du ciel montréalais. Alors, pour en savoir plus sur les revendications de ce groupe de citoyens à l'origine du recours collectif, nous recevons Pierre Lachapelle. Il est membre du conseil d'administration de l'association Les Pollués de Montréal-Trudeau. Monsieur Lachapelle, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Plaisir. Qui sont justement les gens derrière cette association des Pollués de Montréal-Trudeau? Ce sont des citoyens ordinaires, comme on a l'habitude de dire, qui, à force de se parler entre eux, on est principalement issus du quartier Annecy, mais on s'est étendu à Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, Quartier-Ville, Ville-Saint-Laurent. On s'est parlé entre nous, puis on s'est dit que la question du bruit des avions, là, il fallait passer à l'action là-dessus, que c'était inacceptable. Alors, c'est un regroupement au départ informel de citoyens, puis depuis 2013, on s'est incorporé en association sans but lucratif et on a accumulé des démarches auprès des politiciens, que ce soit les députés de la Chambre des communes, les députés à l'Assemblée nationale et nos conseillers municipaux en arrondissement pour obtenir leur appui face à ce problème. D'ailleurs, il y a quelques mois, ici au Bulletin, on avait accueilli Émilie Tuillier, donc conseillère dans Annecy-Quartier-Ville, qui nous avait parlé justement du bruit principalement dans son arrondissement, bruit causé par les avions, évidemment. Vous avez l'appui dans vos démarches de l'arrondissement Annecy-Quartier-Ville, des élus? Nous avons eu l'appui, d'une certaine façon, de Mme Tuillier. Dans Annecy-Quartier-Ville, les élus nous ont appuyés en défrayant le coût d'une station de mesure parce que nous avons installé, puisque l'Aéroport de Montréal ne veut pas dévoiler les résultats de leur station de mesure, nous avons installé à l'est de l'autoroute des Laurentides une dizaine de stations de mesure qui nous donnent des résultats assez importants et l'arrondissement nous a payé l'installation d'une ou trois stations. Nous avons eu cependant des résolutions de plusieurs arrondissements. Donc là, le geste politique était plus fort. Alors, Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, Ville-Saint-Laurent avait adopté une résolution dans les années 90, mais qu'on a sorti des archives et ils ne renient pas ce qu'ils avaient fait à ce moment-là, qui avait été voté à l'époque. Avant notre existence. L'arrondissement de la Chine a adopté une résolution avant l'élection de 2009, si je ne me trompe pas. Donc, vous avez l'appui de plusieurs arrondissements. Ville-Mont-Royal a adopté une résolution parce que Ville-Mont-Royal, je l'avais oublié dans ma liste de territoires, du moins pour ceux qui sont à l'est de l'aéroport, Ville-Mont-Royal, en partie, est grandement touchée par le bruit des avions. On viendra plus précisément sur le bruit et sur les mesures, les résultats des mesures que vous avez faites. J'irais d'un point de vue d'observateur extérieur, on se dirait que c'est normal qu'il y ait du bruit autour de l'aéroport, que ce soit dans l'arrondissement La Chine, à Dorval, dans Saint-Laurent. Mais ce que vous nous dites, c'est que le bruit, il y a énormément de bruit, beaucoup plus à l'est aussi de l'aéroport. Oui, on peut avoir des pics de pollution par le bruit, là. Je n'entrerai pas dans les détails de décibels, ça serait un peu technique et difficile à vulgariser en peu de temps, mais il y a des seuils qui sont indiqués par les organismes responsables de la santé publique. L'Organisation mondiale de la santé a fait des études très approfondies en Europe et on n'est pas très différent des Européens en termes biologiques, pour ne pas dire que nous sommes complètement identiques. Et les seuils acceptables, c'est des choses qui tournent autour de 50 décibels. Et ce que vous avez mesuré avec les stations de mesure? On a des pointes quotidienne à 70, 75, 85 décibels. Quel est le problème? Est-ce que d'une part, vous avez constaté une aggravation? Les avions silencieux n'existent pas, malheureusement, à moins d'être à 50 000 pieds par-dessus nos têtes ou à 20 000 mètres. Par contre, il n'y a pas eu, dans les dernières années, des mesures qui ont été prises par les organisations internationales pour réduire le bruit des avions. Il devrait y avoir moins de bruit maintenant qu'il n'avait. Je suis persuadé que c'est plus silencieux quand on est passager. Je pense qu'il y a eu des avancées technologiques, mais un moteur d'avion, ça demeure un moteur
moteur à réaction. Et en approche d'un aéroport qui est situé au plein centre d'une ville, bien forcément, on arrose, si je peux dire, de décibels, là, tous les quartiers qui sont en dessous. Il faut se rappeler il y a quelques années encore, on avait 2 aéroports, il y avait Dorval, il y avait Mirabel. Quand la concentration des vols à Dorval a été décidée, on nous a dit qu'il y aura un couvre-feu. Et ça, c'est, je dirais, le problème majeur, c'est qu'on ne peut même pas dormir. Le couvre-feu, bon, qui était de 23 h à 7 h, si je ne m'abuse, pour ce qui est du décollage. C'était probablement la fourchette dans ces prévue. eaux-là, oui. Atterrissage et décollage. Atterrissage et décollage. Tout mouvement confondu. Ben oui, parce que dans un sens ou dans l'autre, vous allez avoir des problèmes de bruit et ça ne prend qu'un avion, fût-ce un avion à hélice, quand vos fenêtres sont ouvertes au mois de juillet et qui est en phase d'atterrissage, qui font du RASMOT, puis qui se dirigent dans toutes sortes de corridors par-dessus le territoire. Ça vous prend un avion pour interrompre votre nuit de sommeil. On ne pourra pas, évidemment, redéménager à court terme, à tout le moins, les vols internationaux de Dorval à Mirabel. Donc, il y aura du bruit, mais quelles sont vos revendications? Nous, on demande de la transparence parce que l'aéroport, quand même, il appartient au gouvernement du Canada, donc il nous appartient à nous, les citoyens. C'est les citoyens canadiens depuis les années 40 qui ont payé pour l'aéroport de Dorval. Là, il y a une société privée, Aéroport de Montréal, qui gère pour le fédéral. Depuis 1992 seulement. Oui. Et ils payent un loyer au gouvernement du Canada, effectivement. Alors, nous, on demande de la transparence et on demande aussi aux autorités de santé publique de prendre la chose en main. Dans les pays européens, toutes les questions de nuisances et de plaintes sont prises par des organismes indépendants. Là, quand vous écrivez une plainte à l'aéroport de Montréal, c'est comme si vous confiez les poulets au colonel Sanders. Vous savez ce qui arrive aux poulets avec le colonel Sanders. Et vous n'avez pas, et on va terminer là-dessus, vous n'avez pas de possibilité par la loi d'accès à l'information d'aller chercher les mesures qu'Aéroport de Montréal... Dans la nature de la décision prise par la Chambre des communes sous Brian Mulroney, lorsque les aéroports au Canada ont été privatisés, ils n'ont pas de compte à rendre au vérificateur général, ils ne sont soumis à aucune loi d'accès à l'information. Donc c'est assez difficile de travailler avec ces gens-là. Donc, c'est pour ça que vous avez installé des stations de mesure. Absolument. Donc, sans rentrer dans les détails juridiques, prochaines étapes. Donc, la demande de recours collectif a été déposée en Cour supérieure. Oui. Vous attendez une réponse positive ou négative par rapport à ce recours-là, à quel moment? Je ne suis pas juriste. On peut parler certainement d'années. Ce n'est pas des choses qui se font facilement. Alors, il va y avoir des étapes à parcourir. Puis, ce qui est attaqué, c'est que la Charte des droits canadiennes, pour ce qui est du droit à une qualité de vie, est attaquée. La qualité de vie, la loi sur l'environnement du Québec également. Alors, c'est là-dessus qu'on va travailler avec notre juriste, Maître Samet. Donc, on suivra ça au courant des prochains mois. Pierre Lachapelle de l'organisation Les Pollués de Montréal-Trudeau, merci d'avoir été là. Ça fait plaisir. Plus tard à l'émission, on rencontre une planchiste montréalaise qui transmet sa passion de la planche à roulettes à des jeunes de la relève. Et nous décernons notre premier coup de chapeau de la saison à une jeune femme qui s'implique depuis plusieurs années avec l'organisme Dans la rue. Alors, pour notre dossier actualité de la semaine, nous poursuivons avec la question du bruit à l'aéroport de Dorval avec la journaliste Florence Breton. Bonjour Florence. Bonjour. Bienvenue au Bulletin. Merci. Alors, tu nous as préparé un dossier concernant justement tout le bruit à l'aéroport de Dorval. Peux-tu nous rappeler un peu, dans le fond, ce qui est au cœur de ce dossier-là? Oui, bien effectivement, on le sait, le regroupement des pollués de Montréal-Trudeau, c'est ces gens-là qui habitent près de l'aéroport, mais finalement, on voit que ça concerne beaucoup de gens là, sur l'île de Montréal. Donc, ils veulent intenter un recours collectif contre 3 assez grandes instances. Il faut le rappeler, là, on parle de Transport Canada, de NAF Canada, qui est responsable du trafic aérien, et évidemment de l'aéroport Montréal-Trudeau. Donc, c'est quand même un gros combat qui s'annonce. Le problème, en fait, le gros problème, et des deux côtés, on le sait, c'est que chacune des deux parties a mené sa propre enquête, si on veut, et ils arrivent avec des résultats assez différents. On a droit à une bataille de chiffres. Exactement. Donc, du côté de l'aéroport de Montréal, on a des données qui datent de l'année dernière. Et de leur côté, on dit qu'on calcule finalement le bruit des avions en termes de décibels. Et du côté de l'aéroport de Montréal, on dit que ça varie entre 38 et 63. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que la norme canadienne acceptable, c'est à 65 décibels. Donc, dans ce cas-ci, il n'y aurait pas de problème. Il serait au-dessous, mais les mesures prises par les gens du regroupement des pollués de Montréal-Trudeau, ce n'est pas ces mêmes chiffres-là qu'ils ont. Non, c'est ça. De leur côté, ils ont fait le travail différemment d'une autre méthode. On ne sait pas exactement comment, mais ils arrivent avec un pic qui peut atteindre jusqu'à 85 décibels. Donc, on s'entend que c'est assez différent. Et évidemment, si ça se trouve à 85, on peut en comprendre que ça dépasse le seuil acceptable, évidemment.
parce que quand on parle du seuil de 65, pour donner une idée, là, 65, c'est le plus fort que les gens de Saint-Lambert entendent lorsqu'il y a des spectacles à l'amphithéâtre extérieur, au parc Jean-Drapeau. Donc ça, c'est le maximum qui est acceptable. Puis, parce que là, on pense au bruit, le fait que c'est dérangeant, mais c'est aussi nuisible pour la santé. Du côté de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, on dit que le seuil acceptable, ce serait 55 décibels. Donc, évidemment, nous, la norme canadienne, c'est 65. Donc, même si techniquement, ce serait nuisible pour la santé, le 55 n'est pas applicable. Mais bref, si c'est réellement 85, ça devient quand même assez fort. Mais là, c'est ça. Qui a utilisé la bonne méthode? Bien, justement, comment peut-on expliquer la différence de 20 décibels entre ça. les deux? Du côté de l'aéroport de mesures? Montréal, on dit qu'il y a des facteurs à tenir en compte et on nomme, entre autres, l'atténuation du bruit par les bâtiments. Et l'aéroport de Montréal est arrivé avec un chiffre comme ça en disant, oui, les bâtiments, ça diminue le bruit. Donc, ils disent, il faut soustraire 21 décibels à la donnée qu'on a finalement. Donc, si on reprend le 85 qui a été obtenu par les pollués de Montréal-Trudeau et qu'on retire 21, bien là, magie, on tomberait à 64, donc ce serait acceptable. Juste sous le seuil. C'est ça. Mais justement, est-ce que ce que l'aéroport de Montréal dit, c'est vrai? Justement, là, ça va être de savoir, est-ce qu'il y a des normes? Est-ce qu'on sait comment ça... Donc, comment tout calcule le recours collectif risque d'être une guerre de chiffres et de scientifiques sur la mesure. Ça se joue là-dessus. Et c'est ça, savoir qui a raison, parce que là, du côté de l'aéroport de Montréal, on accuse les pollués de Montréal-Trudeau d'avoir utilisé un système de micro qui n'a pas été installé ni calibré par des professionnels. On dit aussi que ça n'a pas été considéré avec le mouvement des avions. Bon, en tout cas, c'est de voir si c'est vrai qui a utilisé la bonne méthode. Est-ce que quelqu'un a utilisé la bonne méthode? Donc, finalement, Comme l'évoquait notre invité il y a quelques minutes, on en a pour un bon bout de temps, j'ai l'impression, devant les tribunaux avec cette cause-là. Dans le cas où les pollués de Montréal-Trudeau auraient raison, est-ce qu'il y a des moyens pour l'aéroport ou les compagnies aériennes d'atténuer le bruit? Oui, bien c'est ça. Ça a été fait aussi ailleurs dans le monde. Vous pourrez en discuter plus tard avec quelqu'un d'autre. Mais entre autres, on parle de modifier les techniques d'atterrissage, par exemple, ou on parle aussi de changer l'angle de descente parce qu'en utilisant un angle un peu plus raide, ça fait que l'avion est en basse altitude moins longtemps, donc le bruit est moins dérangeant pour les gens. Donc ça, c'est des pistes qui sont analysées. Aussi, les pollués de Montréal-Trudeau, de leur côté, ont dit qu'avec l'argent du recours collectif, évidemment, s'il y a lieu, ils souhaiteraient pouvoir isoler les maisons. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit qui se fait ailleurs. Mais là, évidemment, ça va être de voir est-ce que le recours collectif va porter fruit. Est-ce qu'ils vont gagner leur bataille? Là, ça va être à suivre. Voilà, la première étape, ce sera de voir si le recours collectif est autorisé. Et ensuite de ça, ce sera le procès sur le fond de la question. Donc, Florence Breton, merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine. Alors, justement, ailleurs dans le monde, quelles sont les normes en ce qui a trait au bruit et quelles sont les normes qui sont imposées à proximité des aéroports? C'est le sujet de notre segment Vu d'ailleurs de cette semaine, préparé par Jérémy Heinzmann. Face aux réclamations de certains citoyens pour une atténuation du bruit, l'aéroport de Montréal pourrait s'inspirer de mesures prises dans certains aéroports internationaux. Près d'ici, l'aéroport Pearson de Toronto a mis en place des restrictions de vol de nuit qui prévoient notamment une utilisation réduite de certaines pistes d'atterrissage entre minuit 30 et 6h30. Aux États-Unis, selon les normes de la Federal Aviation Administration, les aéronefs les plus bruyants, comme le Boeing 737 et l'Airbus A319, circulent moins la nuit. D'autres aéroports nord-américains ont innové. Ceux de Seattle et de Vancouver offrent par exemple des récompenses publicitaires aux compagnies les moins bruyantes. De l'autre côté de l'Atlantique, la directive européenne sur le bruit dans l'environnement se montre plus stricte. L'aéroport de Londres Heathrow a dû limiter ses mouvements d'avion à 480 000 par an et a banni certains de ses vols de nuit. À Francfort, les avions ne peuvent pas circuler de 23h à 5h du matin. En France, un plan de gêne sonore a été mis en place. À Paris-Roissy, il prévoit la division du territoire autour de l'aéroport en 4 zones, dont la limitation du bruit va de 50 décibels pour la plus éloignée à 70 décibels pour la plus proche des avions. À Paris-Orly, c'est un couvre-feu total de 23h30 jusqu'à 6h qui a été instauré. En cas de non-respect de ces réglementations, les compagnies aériennes sont passibles d'amendes pouvant atteindre jusqu'à 40 000 €.
Chaque semaine, nous retrouverons notre journaliste Aimée Lemieux pour la revue de presse des hebdos de quartier. Bonjour Aimée. Bonjour. Alors, tu commences en nous parlant dans l'arrondissement Pierrefonds-Roxborough, l'arrondissement qui vient d'annoncer qu'il se dotera d'un deuxième terrain synthétique de soccer. Voilà, et c'est à l'école secondaire Pierrefonds Comprehensive que le terrain de soccer synthétique va être aménagé. Il profitera à pas moins de 2300 joueurs, évidemment les élèves de l'école secondaire, mais aussi les clubs de soccer locaux et le voisinage également qui pourront en bénéficier. Le maire de Pierrefonds espère que les travaux seront complétés avant le début de la prochaine saison en juin et ce nouveau terrain-là s'ajoute à celui aménagé en 2009. Et justement, parlant de construction, le Messager de Lachine cette semaine nous apprend que l'arrondissement prévoit construire le plus gros bassin de rétention de l'île de Montréal. Le bassin de rétention qui s'appelle Rockfield sera construit au coût de 23,9 millions de dollars et sera d'une capacité de 18 piscines olympiques quand même. Il va récupérer les eaux fluviales du collecteur Saint-Pierre qui dessert 285 000 citoyens de la Chine, du Sud-Ouest eux aussi de Côte-des-Neiges. Près de 15 débordements sont enregistrés chaque année dans le canal et qui forcent inévitablement la suspension des activités nautiques sur le bord du canal La Chine. La construction du bassin de rétention va réduire de façon significative ou du moins va limiter le nombre de surverses. Donc voilà, on se rend maintenant dans l'est de la ville, l'avenir de l'Est, qui nous apprend que des entreprises de remorquage actives dans Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles ont été épinglées pour collusion par le bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal. Et parmi les 3 entrepreneurs qui ont participé à un stratagème de collusion, on recense Remorquage Taz Inc., qui est particulièrement actif dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. L'entrepreneur aurait conclu des arrangements avec ses concurrents de sorte qu'ils ne viennent pas sur son territoire à lui. Il s'est donc fait épingler par le bureau de l'inspecteur général qui recommande à la Ville de Montréal de mettre en arrêt ces 3 contrats présentement en cours et aussi de l'écarter des appels d'offres pendant les 5 prochaines années. Le propriétaire de Remorquage Taz Inc. se dit lésé et dit que la Ville de Montréal aussi insinue qu'il fait de la collusion et qu'ils ont tort. Remorquage Mobile et Autocam 200 ainsi que leurs gestionnaires respectifs sont eux aussi écartés du processus d'appel d'offres. Donc, on suivra le dossier. Il y aura certainement des répercussions un peu plus tard au courant de l'année. Dans Mercier, Hochelaga-Maisonneuve, nouvelle Hochelaga-Maisonneuve nous parle de l'embourgeoisement du quartier. L'embourgeoisement qui sera analysé en profondeur par un comité spécial lors d'assises qui auront lieu en 2017. Voilà. Donc, c'est le 15 mai 2017 que le comité va étudier le phénomène. Concrètement, le mandat, c'est de faire état de l'embourgeoisement dans l'arrondissement, de mettre sur pied un plan d'action et évidemment de trouver des solutions précises et concrètes au phénomène. Le comité va être composé d'intervenants du milieu communautaire, politique, socio, culturel, académique et des gens du milieu des affaires qui jouent tous un rôle dans l'arrondissement. L'embourgeoisement ou la gentrification, qu'est-ce que ça l'amène? Bien, ça l'amène, par exemple, une hausse des loyers, une hausse des valeurs foncières, une hausse des valeurs immobilières et une hausse des taxes foncières, par exemple. Et dans les derniers temps, on a beaucoup vu des actes anti-gentrification dans l'arrondissement. C'est la preuve que c'est un phénomène qui est dénoncé là, par certains citoyens. Voilà, mais il y a des façons, évidemment, de le dénoncer un petit peu plus raisonnables que le pillage ou de briser des vitres. On s'en va maintenant dans Montréal-Nord sur la scène culturelle. On apprend que l'adaptation d'un roman de Biz, un des 3 membres du groupe Loco-Locas, sera tournée dans une école secondaire de Montréal-Nord. Voilà, et c'est La Chute de Sparte qui est le best-seller primé de Biz qui a élu domicile l'école secondaire Calixa-la-Vallée, comme tu l'as dit. Et c'est sans grande surprise parce que l'histoire met en scène un adolescent de 16 ans qui vit une quête d'amour, d'amitié, mais qui vit aussi des problématiques de près ou de loin, d'intimidation et d'homosexualité, donc des problèmes très ancrés dans la réalité d'un enfant, d'un adolescent là, au secondaire. Et c'est donc dès le 1er octobre, pendant 3 semaines, que le roman va prendre vie à Montréal-Nord et on attend La Chute de Sparte en cinéma à l'automne 2017. On s'en va maintenant dans le plateau Mont-Royal, l'hebdo Le Plateau, qui nous parle des récriminations d'une ingénieure qui laisse entendre que le chantier de réfection de la rue Prince-Arthur serait non sécuritaire. Et voilà, la citoyenne a documenté pendant 2 semaines une dizaine de manquements sur le chantier de réfection de la rue Prince-Arthur, une rue piétonnière très, très achalandée. Et c'est des trous mal protégés, des câbles électriques dangereux, pas couverts, ou encore un mauvais éclairage la nuit qui font partie des éléments déficients. Le porte-parole de l'arrondissement souligne que plusieurs
rappels verbaux et écrits ont été transmis à l'entrepreneur et que la prochaine étape, vraisemblablement, ce sera les amendes. Et on termine cette revue de presse dans le Sud-Ouest, La Voix pop qui nous parle du regroupement économique et social du Sud-Ouest qui vit une situation difficile. On parle de restructuration des services de cet organisme. Et voilà. Et donc, dans le cadre de ces restructurations-là, le réseau a perdu 2 mandats liés à des contrats du développement social, faute de financement. Et donc là, l'organisme connaît des profonds changements et au cours de la dernière année, essentiellement, ils ont perdu beaucoup de leurs services. L'Assemblée générale du 5 octobre est un appel à tous parce qu'on veut que des gens de différents horizons viennent prendre part à cette réflexion-là, à cette restructuration-là. Et ça va donc se tenir sous la forme d'un remue-ménage. Et l'idée, c'est de trouver une mission, un mode d'organisation qui correspond à la nouvelle avenue que va prendre le réseau prochainement. Voilà le réseau qui est très actif dans le Sud-Ouest, mais aussi à La Salle, entre autres, depuis plusieurs années. Aimez le mieux, merci beaucoup et à bientôt. Alors, restez avec nous. On se revoit tout de suite après la pause. On accueille sur le plateau une des candidates à la chefferie de Projet Montréal, la conseillère de ville de Sainte-Marie, Valérie Plante. À tout de suite. De retour au bulletin, la course à la chefferie de Projet Montréal se précise. Il y a maintenant plusieurs candidats qui sont officiellement en lice pour succéder à Richard Bergeron, puis au maire du plateau, Luc Ferrandez, qui assume l'intérim à la tête du parti. La semaine prochaine, nous accueillerons le conseiller de Rosemont-la-Petite-Patrie, François Limoges. Mais pour aujourd'hui, nous recevons la conseillère de l'arrondissement Ville-Marie, Valérie Plante. Valérie Plante détient un baccalauréat en anthropologie, une maîtrise en muséologie, ainsi qu'un certificat en intervention multiethnique. Elle a accompagné des femmes immigrantes victimes de violences conjugales dans le processus juridique. Elle fut également à la tête du réseau national de la Fondation Filles d'Action. Elle a été élue conseillère dans le district Sainte-Marie en 2013. Elle est également vice-présidente du Conseil de ville de Montréal et porte-parole de Projet Montréal pour les dossiers du centre-ville et du tourisme. Et Valérie Plante siège également au conseil d'administration de l'Institut Broadbent, un think tank progressiste pan-canadien. Valérie Plante, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'est dans le cadre de notre émission spéciale de la Fête nationale. Vous me mentionniez que vous étiez en réflexion concernant une éventuelle candidature pour la chefferie de Projet Montréal. Qu'est-ce qui vous a fait faire le déclic ou quel a été l'élément qui vous a confirmé dans vos intentions de soumettre votre candidature? En fait, l'élément déclencheur, ça a été une discussion, bien sûr, avec ma famille pour m'assurer que tout le monde était d'accord pour embarquer dans cette grande aventure parce que la course à la chefferie, après ça, c'est la mairie. Hein? Donc, il faut penser à long terme. Et c'est important pour moi également d'être bien entourée d'une équipe. Alors, je voulais m'assurer d'avoir l'équipe avant de faire le saut. Et vous avez fait le saut, donc, au courant du mois de septembre. Pourquoi vouloir prendre les rênes de Projet Montréal? Projet Montréal, c'est un parti que j'aime énormément, dont je suis très fière, dont je suis fière de faire partie. C'est un parti, j'aime le rappeler parce que je trouve que c'est très important, c'est le seul parti à Montréal où ce sont les membres qui prennent les décisions, qui votent la plateforme, les idées, qui influencent les décisions des élus, et ça remonte vers le haut. Et ça, c'est très différent de ce qu'on voit ailleurs, où c'est, dans le cas du maire de Montréal, c'est lui qui prend les décisions et le parti suit. Alors, pour moi, c'est important que les décisions viennent de la base et remontent vers le haut. Je pense que c'est beaucoup plus démocratique et c'est également plus représentatif des besoins des Montréalais. Et votre vision? Quelle est votre vision pour la Ville de Montréal? De quoi Montréal a-t-elle besoin? La Ville de Montréal, pour moi, en ce moment, stagne. C'est-à-dire, je trouve qu'on ne se préoccupe pas assez des inégalités et des écarts entre les Montréalais et les Montréalaises. Je ne parle pas ici seulement des écarts entre les très riches et les très pauvres. Je parle de la classe moyenne, des ménages, des personnes âgées, des personnes qui habitent seules. Qu'est-ce qui fait que d'un arrondissement à l'autre, on n'a pas le même accès à de l'habitation de qualité à un prix abordable ou qu'on n'a pas accès non plus à un système de transport qui nous permet de nous déplacer à l'intérieur de la Ville de Montréal? Parce que la lutte pour les inégalités, c'est avant tout une responsabilité du gouvernement du Québec, gouvernement fédéral qui, à une certaine époque aussi finançait le logement social. Est-ce que la Ville, selon vous, a un rôle à jouer dans cette lutte contre les inégalités? Ah, définitivement. Surtout une ville comme Montréal. Montréal doit se positionner comme étant un vecteur de changement. Et ça commence en voyant les changements qui doivent être apportés d'un point de vue pour le bien commun.
Alors, moi, je veux bien qu'il y ait des développements immobiliers dans le centre-ville, qu'on pense à faire un train dans l'ouest, mais je pense qu'il faut avoir une vision globale. Qu'est-ce que les Montréalais et les Montréalaises ont besoin pour rester sur l'île de Montréal? Parce que présentement, on voit qu'il y a beaucoup de familles qui doivent quitter l'île parce qu'ils n'ont pas les moyens, même s'ils mettent toutes leurs économies, là, ils n'arrivent pas à se loger. Puis, je ne trouve pas ça normal que quelqu'un qui habite à Pointe-aux-Trembles ou à Montréal-Nord doit faire jusqu'à 1h30 de transport en commun pour venir travailler dans le centre-ville. Finalement, ces personnes-là se retrouvent à s'acheter une voiture, pas nécessairement par envie, mais par nécessité. Et ça, pour moi, c'est un problème d'inégalité et d'écart. Donc, une de vos priorités de votre plateforme, si vous êtes élu chef de projet Montréal, ce serait, j'imagine, le transport en commun. Définitivement. Et l'habitation également. Et le domaine de l'habitation. Je veux revenir sur ce que vous avez mentionné il y a quelques minutes concernant l'administration Coderre. Vous jugez que la Ville de Montréal stagne. Pourtant, il y a certains observateurs qui disent que depuis que le maire Coderre est en place, ça bouge beaucoup plus que ça pouvait bouger à l'époque de Gérald Tremblay ou de Michael Applebaum. Est-ce que ça bouge vraiment? Ou est-ce que c'est surtout des annonces? Parce que je fais référence à un article qui est sorti dans la presse aujourd'hui qui montre justement le nombre de projets qui ont été annoncés par l'administration Coderre, mais qui ne bougent pas. Et ça donne qu'il y en a beaucoup dans notre arrondissement. Je pense à la plage Jean-Cartier, qui ne sera pas réaménagée avec les terrasses. Je pense au Square Vigée. Je pense à l'amphithéâtre au Parc Jean-Drapeau. Oui. Et même ici, moi, je vous parlerai d'une perspective très locale. Dans Ville-Marie, malgré ce que dit le maire, à savoir qu'il se préoccupe de la sécurité des cyclistes et des piétons, il n'y a aucun aménagement. Ça bouge très peu dans Ville-Marie. Alors, pour moi... Selon vous, l'administration Coderre fait plus dans, si vous me permettez l'expression, dans les shows de boucan que dans les annonces concrètes. C'est ce que je comprends. Moi, je vois beaucoup d'annonces, je vois peu de résultats. Je vois des annonces à la pièce. Et moi, je trouve que Montréal mérite mieux qu'une gestion à la petite semaine. Moi, ce que je m'attends, c'est que le maire a une vision pour Montréal. Et pour l'instant, cette vision-là, je ne la vois pas. L'opposition présentement à l'Hôtel de Ville est divisée en 3 formations. Coalition Montréal, qui sont en quelque sorte les restants de Vision Montréal, Vrai changement pour Montréal, l'ancien parti de Mélanie Joly, et Projet Montréal. Est-ce que, selon vous, c'est nécessaire que de faire une union de ces partis d'opposition-là pour être capable de battre le maire Coderre en 2017? Une union ou en tout cas une coalition, je pense que c'est une excellente idée. On doit travailler ensemble, idéalement, les partis de l'opposition, pour réussir à faire une opposition forte à Denis Coderre. Ceci étant dit, chaque parti a aussi ses particularités. Dans le cas de Vision, qui est maintenant la coalition, bien, on voit bien qu'il reste peu de conseillers, puisque la plupart sont maintenant sur l'exécutif de Denis Coderre. Donc, le nom, la formation demeure, mais l'allégeance, elle est tout autre. Mais Projet Montréal a tout intérêt et souhaite, évidemment, est très ouverte à travailler avec les différents partis, même les personnes qui sont indépendantes. Il faut trouver des terrains communs, mais ça serait une excellente idée. Est-ce que vous avez un plan pour permettre à Projet Montréal de sortir, disons, des arrondissements centraux? On le voit par les résultats de l'élection de 2013. Projet Montréal obtient de bons scores, évidemment, sur le plateau Mont-Royal, dans Rosemont, dans Villeray, dans l'est de Verdun, mais semble avoir de la difficulté à percer dans les anciennes villes de banlieue. Sans être un grand mathématicien, j'ai l'impression qu'il faut aller chercher des appuis-là pour gagner la mairie de Montréal. Est-ce que vous avez un plan à ce sujet-là pour sortir de vos territoires traditionnels? Bien, en fait, c'est une bonne analyse. C'est vrai que souvent, les gens vont dire que Projet Montréal est le parti de la ligne orange. Donc, il faut absolument sortir de la ligne orange. Il faut aller ratisser plus large. Et c'est là où, pour moi, l'idée même de s'intéresser aux écarts entre les arrondissements, c'est là où ça devient pertinent. Et je pense que la personne qui va être à Montréal-Nord ou dans Hochelaga, dans l'est d'Hochelaga, comme la personne qui va être dans le sud-ouest ou à Verdun, peut se positionner et se dire, OK, comment ça se fait que moi, dans mon milieu de vie, je n'ai pas nécessairement accès à autant d'aménagements qui sont agréables pour moi? Qu'est-ce qui fait que je n'ai pas, encore une fois, autant d'accès à du transport en commun? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté à me loger ou sinon, il faut que je déménage ailleurs? Donc, pour moi, c'est là où ça touche tous les Montréalais, de se demander qu'est-ce qui doit être fait, qu'est-ce qui doit être amélioré à travers tous les arrondissements. Et 2 petites questions en terminant. Si vous êtes élu à la tête de Projet Montréal,
pour les mois qui vont suivre avant l'élection. Quel genre d'opposition allez-vous offrir au Conseil, au maire Coderre? Ça va définitivement être dans la continuité. L'opposition actuellement est très forte, on le voit. On a des gens extrêmement intelligents. Il y a une équipe très compétente, et ça, je parle des élus et de l'équipe de Projet Montréal. Donc, définitivement en continuité. Mon style est très différent, que ce soit de M. Ferrandez, qui a toujours fait un excellent travail, ou même de M. Bergeron. Chaque individu sont différents. Mais pour moi, ça va être de continuer à travailler en équipe et de mettre de l'avant la force et l'intelligence de mes collègues. Et en terminant, j'imagine ce serait un privilège pour vous d'être la première mairesse de la Ville de Montréal? Ce serait un très grand privilège et je pense qu'on est rendu là. Il faut que les femmes, on aille plus haut, qu'on doive avoir les ambitions et le support pour y aller, et ce serait un très grand honneur. Alors, Valérie Plante, on va suivre la course à la chefferie de Projet Montréal qui se conclut au début du mois de décembre. Le 4 décembre, c'est le temps de voter. Alors, j'invite tout le monde à devenir membre. C'est la façon de choisir le prochain chef et, qui sait, la prochaine mairesse. Alors, on suivra ça avec grand intérêt. Et d'ailleurs, comme je vous le mentionnais tantôt, la semaine prochaine, on accueillera François Limoges, qui est un autre des candidats en lice pour la chefferie de Projet Montréal. Valérie Plante, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. À la prochaine. Pour nous joindre, écrivez-nous à l'adresse suivante, lebulletin@tcftv.ca. Vous pouvez aussi visiter notre site web au www.tcftv.ca. Notre prochaine invitée a été classée au 12e rang mondial chez les femmes qui pratiquent la planche à roulettes. Ça, c'est en 2014, c'est pas rien. Et elle transmet maintenant sa passion à la relève. Elle a fondé l'événement All Girls Skate Date, un rassemblement de filles de tous âges qui souhaitent pratiquer la planche. Et ce sera d'ailleurs la 3e édition ce dimanche. Pour en savoir plus, nous l'accueillons en studio, la planchiste Annie Gouglia. Madame Gouglia, bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue au bulletin. Comment vous êtes-vous initiée à la planche, au skateboard? Bien, moi, en fait, j'ai commencé à faire du skate en 2001. C'est mon petit frère qui avait reçu un skate pour Noël. Puis, graduellement, j'ai commencé à l'emprunter, tout ça. Puis, un an plus tard, dans le fond, le Noël suivant, j'ai eu un skate moi-même pour Noël. Et depuis, c'est une histoire d'amour avec la planche. Exactement. Et est-ce que vous aviez des modèles? Parce que, bon, c'est un sport principalement masculin, je pense même encore en ce moment. Il y a de plus en plus de femmes qui le pratiquent. Est-ce que vous aviez des modèles féminins à l'époque? Oui, bien, en fait, quand j'ai commencé... il y avait quelques filles à Montréal qui faisaient déjà du skate. C'est un groupe qui s'appelait les Skateboarders, qui a été fondé en 2002. Moi, j'ai commencé en 2001. Donc, moi, je les ai rencontrées en 2006 environ, mais ces filles-là, ce qui était déjà, il y a un film dont j'ai fait partie, qui est sorti en 2006, qui s'appelait Skateboarders, le film, justement. Et ces filles-là, qui sont Anne-Sophie Julien, Margot Walker, qui skatent encore un peu aujourd'hui, c'est ces filles-là que je regardais quand j'étais jeune. Également en Californie, on avait déjà des filles comme Vanessa Torres et qui sont encore aujourd'hui des professionnels qui ont... Ouais, puis, mais c'était difficile à cette époque-là de retrouver les vidéos, tout ça avec... même Internet, oui, ça existait, là, forcément en 2001, mais ça disons, existait YouTube moins. YouTube était moins populaire à développé, l'époque, exactement. ouais. Fait qu'on n'avait pas autant accès à tout ça qu'aujourd'hui. C'est ça, que maintenant. Est-ce que, bon, vous avez été classé au 12e rang mondial, donc vous avez participé à des compétitions internationales. Est-ce qu'il y a un bon calendrier de compétition, justement, pour les femmes? Oui, de plus en plus. Honnêtement, maintenant, c'est très rare qu'une compétition n'ait pas de catégorie filles. Ben, en fait, pour les grosses compétitions. On parle des X Games, oui, par X exemple, Games, pour des tout compétitions ça. Maintenant, comme il y a ça, Street League, puis le skateboard en 2020 va être un sport olympique aussi. Aux Jeux de Tokyo, en effet. Ouais. Exactement. Donc, à ce moment-là, ils n'ont plus le choix, on va dire, d'avoir des filles, d'inclure les filles dans tous les circuits. Pour les plus petites compétitions, c'est sûr qu'à plus petite échelle, s'il y a des petites compétitions, par exemple au Québec, c'est très rare qu'il y ait des catégories filles. Souvent, ils vont appeler des filles comme moi ou d'autres filles que je connais pour dire « OK, est-ce que tu peux nous regrouper 5-6 filles si vous voulez une catégorie filles? » Il faut quasiment qu'on construise nous-mêmes la catégorie. Mais Jackalope, qui est la plus grosse compétition à Montréal à ce jour, en fait, là, eux ont commencé à inclure une catégorie filles il y a 3 ans. Donc, il y a de plus en plus de place pour les femmes dans ce sport-là. D'ailleurs, vous, je le mentionnais en début d'entrevue, vous avez fondé un événement qui s'appelle le All Girls Skate Date. C'est essentiel d'avoir ce genre de réunion-là, de conventum-là des planchistes, des femmes planchistes? Bien, en fait, moi, mon but avec ça, c'était surtout de justement, parce que
quand j'ai commencé, j'ai eu la même crainte que toutes les filles de se dire « Ah, c'est un sport de gars, c'est dangereux, tout ça, je vais être toute seule dans le skatepark, puis les gars vont me regarder, puis ils vont me juger. » Puis il y a plein de filles, depuis que j'ai créé l'événement, il y a plein de filles qui sont venues me voir, qui m'ont dit merci justement parce que c'est niaiseux, mais des fois, juste d'avoir une autre fille dans le skatepark, tu te sens un peu moins à part. Puis c'est pas parce que les garçons sont méchants, mais c'est juste pour dire que d'avoir une autre fille dans le skatepark, des fois, ça donne confiance. Ça permet aux jeunes filles de prendre leur place. Oui, exactement. Puis mon but avec l'All Girls Skate Date, c'est pas... oui, c'est de rendre les filles plus à l'aise, mais c'est également de les initier pour une première fois parce que j'entends tellement souvent des filles ou aussi des gars, mais surtout des filles dire « Moi, la première fois que j'ai essayé de faire du skate, j'ai embarqué, j'ai tombé, puis j'en ai plus jamais... j'ai plus jamais réessayé, les gens ont ri de moi, je sais pas quoi. » J'imagine que c'est comme le vélo, ça prend la exactement pratique. Ça. Puis ça prend une bonne base aussi. Des fois, juste une fille ou un gars, n'importe qui, mais quelqu'un qui va t'expliquer pendant 5 minutes où mettre ton poids, comment placer tes pieds. Ça prend juste ça pour, après ça, peut-être développer une passion chez quelqu'un. Et c'est donc ce que vous offrez ce dimanche au skatepark de Verdun. C'est la possibilité pour les jeunes filles de s'initier à la planche, de recevoir des trucs de gens comme vous? Oui, exactement. Bien, jeunes et moins jeunes. La première édition, ça allait de 4 à 44 ans à peu près. Oh, OK. le range d'âge pour Est-ce que quelqu'un dans la trentaine, dans la quarantaine, peut s'initier à la planche? Ouais? Absolument. C'est sûr que, tu sais, à 30 ans, on a un peu plus peur de se faire mal, on a plus d'obligations, c'est normal. Mais c'est comme commencer à faire du ski à 30 ans, tu sais. C'est pas plus ou moins dangereux, c'est juste qu'on est moins téméraire, forcément, mais il faut y aller à son rythme aussi, c'est comme n'importe quoi, tu sais. Le skate, c'est dangereux si on y va pas à notre rythme. Si on y va à son rythme, c'est pas plus dangereux que de faire du ski ou du snowboard ou... à mon sens, à moi, là. Ouais. Ou du vélo, tu sais. Oui, tout dépendamment, évidemment, de ce qu'il y en est. Sans sauter. Justement, comme je dis, y aller à notre rythme. On va pas commencer à sauter des escaliers puis faire des... Voilà, il faut y aller graduellement. Ouais, donc, l'événement All Girls Skate Date aura lieu ce dimanche, 13h à 17h, au skatepark de Verdun, et c'est ouvert vraiment à tous. Oui, absolument. Puis on prête c'est gratuit, donc une fille se présente, on prête un skate, un casque si c'est nécessaire. Sinon, des genouillères, des choses comme exactement. ça. Oui. Puis après ça, c'est vraiment du skate libre. C'est pas quelque chose qui est encadré, donc c'est la meilleure opportunité pour rencontrer d'autres filles, se faire des amis. Des fois, il y a plein d'amitiés qui sont nées dans les 2 premières éditions, puis ça continue. C'est le fun de revoir les mêmes personnes revenir aussi. Et en terminant, vous n'avez fait mention, donc, la planche à roulettes sera un sport officiel aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Oui. Est-ce que vous avez l'intention de commencer un cycle olympique pour être aux Jeux à Tokyo? Oui, ça commence à se jaser un petit peu, là, ouais. Ce serait intéressant, c'est sûr. Je vais voir c'est quoi les opportunités qui se présentent comme... c'est une petite phase classique, mais c'est vrai, ça reste à voir. Bien, on vous suivra avec grand intérêt. Annie Gouglia, donc de l'événement All Girls Skate Date. Merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Pour revoir cette entrevue et près de 200 autres, visitez la page de l'émission sur YouTube. L'Off Festival de jazz de Montréal revient pour une 17e année du 6 au 15 octobre. Et pour nous faire découvrir la programmation de cette édition 2016, nous recevons le directeur de l'Off Jazz et donc directeur de la programmation, Lévi Bourbonnet. Monsieur Bourbonnet, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Ben oui, ça va, merci. Bienvenue au bulletin. Ben oui, merci. Alors, expliquez-nous, on connaît, la plupart des gens connaissent le Festival de jazz de Montréal. Quelle est la différence entre le Festival de jazz et l'Off Festival de jazz? Bien, l'Off Festival de jazz, c'est vraiment un festival qui est né un peu en pied de nez au Festival de jazz de Montréal, là, il y a de ça quasi 17 ans. Oui, un pied de nez, pourquoi? Un pied de nez, pourquoi? L'anecdote voudrait que, bon, il y a un noyau de musiciens de Montréal qui se plaignait un peu de la faible représentativité des musiciens au Festival de jazz de Montréal, des musiciens montréalais surtout. Puis... l'histoire dit qu'une, peut-être des blondes, des musiciens auraient dit, bien, organisez-vous puis faites-les, votre propre festival. Alors, ils se sont vraiment organisés, un organisme à but non lucratif, l'Off Festival qui de est indépendant du groupe Spectra qui gère le Festival de jazz, contrairement, mettons, à Juste pour rire et le ZooFest, qui est un peu l'Off Juste pour rire. C'est pas le même groupe, donc c'est 2 choses différentes. Complètement. Okay. Et puis, c'est vraiment des musiciens qui ont fondé le festival, en fait. Et puis... donc, les premières années, là, les 2 premières années, si je ne me trompe pas, c'était vraiment en plein milieu du Festival de jazz de Montréal, comme un off-festival, là, que ce soit Festival de théâtre d'Avignon ou des trucs comme ça. Mais avec le temps, ils l'ont quand même fait 2 semaines avant
le Festival de jazz. Donc, et maintenant, vous êtes au mois d'octobre. Exact. Et quelle mission vous donnez? J'imagine, j'en déduis, de mettre en valeur la scène jazz montréalaise et québécoise. C'est grosso modo votre mission, c'est ça? Oui, la première mission, ça restera toujours, c'est ça, d'encourager, disons, le milieu jazz de Montréal, donc les musiciens. On sait qu'il y a beaucoup d'écoles à Montréal de musique, beaucoup de musiciens, donc des enseignants, tout ça, avec le jazz. Le Montréal est connu comme une ville de jazz, sauf que des fois, c'est ça que je disais. Et il l'a été aussi dans les années 30, les années 40. Surtout, c'est ça. Et là, elle est connue comme ville de jazz, mais une fois que le Festival de jazz de Montréal est parti, on oublie un petit peu qu'il y a un gros bassin de musiciens jazz à Montréal. Donc, c'est de mettre en valeur ces artistes-là, créer une programmation à l'automne. On l'a vu, au Festival de jazz, on a peut-être une définition peut-être un peu plus élastique du jazz. On y voit du folk, on y voit de la pop, de la musique électro. Est-ce que vous vous concentrez vraiment spécifiquement sur le jazz? Est-ce qu'il y a du blues aussi? Il y aura toujours un peu de blues, mais pour revenir aussi au mandat, le deuxième mandat, c'est vraiment la musique jazz, mais surtout la musique originale. Donc, on essaie d'éviter, en jazz, on appelle ce qu'il y a des standards. Des standards, les feuilles mortes, par exemple, qu'on apprend. Bien, c'est sûr que si quelqu'un fait reprend les standards sans vraiment de grosses variations ou quelque chose, on est un petit peu moins... on va aller moins vers cette direction-là. Vous laissez une place à la création. Surtout, oui. On mise surtout sur des projets qui sont donc créatifs, originaux, authentiques. Et parlons d'ailleurs de la programmation de la 17e édition. J'imagine, en tant que directeur de la programmation, vous avez des coups de cœur. Oui. Quels sont vos coups de cœur? Bien, on a des grosses visites, en fait, cette année, entre autres des États-Unis, mais on a notre spectacle de clôture, là, qui est un monsieur qui s'appelle Roscoe Mitchell. Très connu. Oui, bien, dans le milieu des musiciens, c'est quelqu'un de très important. Là. On parle de quelqu'un qui a 76 ans, que ça fait depuis 50 ans que lui il vient de Chicago. Il était dans il a tout créé un mouvement là, de musique créative, le Art Ensemble of Chicago, donc un bonhomme super important. Et là, on me dit qu'il est extrêmement il est encore très actif, dans le sens qu'il n'est pas en train de reprendre des vieux classiques, au contraire, c'est très nouveau. Puis c'est vraiment spécial parce qu'on a des musiciens de Toronto et de Montréal qui vont tous se rencontrer, qui vont monter les pièces de Roscoe Mitchell. Et ce spectacle-là, c'est à quel endroit? Lui, c'est au Jésus. On fait un spectacle au Jésus, c'est notre clôture le samedi soir. Donc, dans le quartier des spectacles au Jésus. Au-delà de ça, il y a des spectacles qui se déroulent aussi tout au long du festival. Dans quelle salle? Donc, on se concentre... on a toujours fait des spectacles depuis les débuts au Lion d'Or, qui est pas loin ici. Je pense qu'il serait dans pas très loin de nos studios. On est dans Ville-Marie. Là, voilà, sur la rue Ontario, oui. Donc, le Lion d'Or, ça a tout le temps été notre lieu là, de prédilection pour faire... donc, on a 2-3 concerts, je pense, au Lion d'Or. 3 concerts. On va faire des concerts aussi au Upstairs, qui est un club bar de jazz du centre-ville. Exactement, qu'on collabore toujours avec Joel, là, qui est le propriétaire. Il y a aussi le Dièse 11, qui est un bar qui est là depuis sur la rue Saint-Denis, qui présente du jazz à l'année aussi. Et puis, il y a un nouveau café Résonance qui s'appelle. Lui, c'est sur Parc, près de Fermante. Okay. Ça, c'est 2 jeunes musiciens dans la trentaine et qui ont un club et qui présentent aussi du jazz à l'année. Donc, Donc, des spectacles, quartier des spectacles au centre-ville et dans le Myland. Exactement. Pour avoir plus de renseignements sur la programmation, j'imagine que vous avez un site Internet? Oui, c'est simple, c'est LoffJazz, LOFFJAZZ.com. Et puis là, on a vraiment toutes les infos, des petites vidéos, des extraits sonores de chaque groupe. Puis, on rappelait aussi, on a des passeports, je pense, aux étudiants. Là. On parle de 80$ pour tous les spectacles. Donc, pour tous les spectacles. Alors, on s'entend qu'on ne fait pas trop d'argent sur ça, mais... Donc, on va vous souhaiter le meilleur des succès pour cette 17e édition-là, donc du 6 au 15 octobre. Lévis-Bourbonnais, merci beaucoup d'avoir été là. Un plaisir. Merci beaucoup. Alors, on vous présente tout de suite les suggestions culturelles de la semaine préparées par notre journaliste Claudia Cruz. L'École de cirque de Verdun souligne le 20e anniversaire des Journées de la culture en invitant les jeunes à participer à des ateliers d'initiation aux arts du cirque. L'événement aura lieu ce dimanche 2 octobre de 10h à midi et de 13h à 16h. Pour plus d'infos, visitez le www.e-cirqueverdun.com. Le Festival du Nouveau Cinéma présente une installation interactive intitulée La Garde, une exploration des traces numériques que laisse chaque individu dans le cyberespace.
L'installation sera présente du dimanche 2 au dimanche 16 octobre à l'espace culturel Georges-Émile Lapalme de la Place des Arts. Pour plus d'infos, allez sur le www.placedesarts.com. Le Café culturel du Parc La Fontaine propose l'exposition Au pas des arbres, des photos et des dessins de Jean-Luc Trudel et Charles Lheureux qui mettent en vedette 11 espèces d'arbres présentes au Parc La Fontaine. L'accès est gratuit sur les heures d'ouverture du bistrot. Pour plus d'infos, vous pouvez consulter le www.espacelafontaine.com. Alors, tout de suite après la pause, on vous présente notre segment Conseil citoyen et on décerne le premier coup de chapeau de la saison. Restez avec nous. De retour au bulletin, chaque semaine, nous vous présenterons des conseils citoyens, un segment dans l'émission où on vous donnera des trucs, des conseils en matière d'environnement, en matière de consommation, d'emploi et aussi en matière de logement. C'est d'ailleurs le sujet de notre chronique d'aujourd'hui et pour l'occasion, on accueille Gaétan Roberge qui est du comité Logement Ville-Marie. Bonjour Gaétan. Bonjour, ça va bien. Oui, bienvenue au bulletin. Merci. On parle avec vous aujourd'hui du bruit. Voilà. Donc, le bruit dans notre logement, le bruit causé par d'autres logements par la ville. Est-ce qu'il y a une règle générale qu'on peut dire par rapport au bruit? C'est entre quelle heure et quelle heure? Normalement, c'est de 7 h à 22 h lorsqu'il y a des travaux. Et quand on parle du bruit, ce que les gens doivent subir, c'est des parties, des choses comme ça, la règle, c'est de dire qu'en tout temps, on doit faire attention, sauf que d'être quand même... Il faut avoir une notion d'être compréhensible aussi, de dire, bien là, on va être convivial. S'il y a un party de temps en temps, longue durée. Mais néanmoins, il y a des décibels. Si on sort, par exemple, un système de son à l'extérieur, c'est interdit, le laisser en dedans. Donc, c'est la règle du gros bon sens qui doit l'emporter en tout temps, autant au niveau des comportements que l'utilisation des appareils. Le drame qu'on a, si je prends les appareils sonores aujourd'hui, c'est que la majeure partie du cadre bâti a été créé à une époque où il n'y a pas de sonorisation. Les gens s'achètent des télés avec des systèmes très, très, très lourds et très puissants. Alors, des caissons graves, il faut en faire un usage modéré parce que les logements ne sont pas des bunkers. Donc, il faut faire preuve de bon sens. Et c'est là qu'il faut peut-être faire une distinction, vous me disiez, entre la notion de bruit et de trouble de voisinage. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est que le bruit peut être causé par un voisin comme ça, sauf que le bruit va entraîner ce qu'on peut appeler des troubles de voisinage à la mesure où un locataire va se fâcher après un autre locataire. Là, s'il ne sait pas quoi faire, il pense qu'il peut rien faire. La règle juridique, c'est de dire de s'adresser au propriétaire parce que le propriétaire est responsable de la jouissance des lieux. Donc, le propriétaire dit au locataire fautif, écoute, si tu cesses pas ton bruit, mon autre locataire va me poursuivre. Là, ça commence à faire une chaîne. Et est-ce que le propriétaire d'un logement a l'obligation de réagir à la demande de son locataire qui dit il y a trop de bruit dans l'autre appartement? Il y a l'obligation parce qu'il doit livrer un logement en bon état d'habitabilité et la jouissance des lieux. La jouissance des lieux, ça veut dire que la personne peut y vivre raisonnablement sans subir un trouble venant d'un autre de ses locataires. Donc, oui, il y a l'obligation de réagir. Et s'il ne réagit pas, il y a des recours à la régie qui peuvent être intentés. Donc, on peut, à ce moment-là, un locataire qui se sent lésé, le propriétaire ne réagit pas, il peut porter plainte à la régie du logement. Et à ce moment-là, il pourrait demander une compensation. Une diminution de loyer pour perte de jouissance, et puis aussi trouble inconvénient, et demander évidemment que la personne arrête son comportement, c'est ça. C'est une règle qui est légale, mais elle est peu connue, puis c'est dommage, parce que beaucoup de gens pensent qu'ils doivent subir le bruit. Et souvent, le propriétaire a une réponse classique de dire « arrangez-vous entre locataires ». Ce n'est pas vrai. Et le propriétaire a une obligation d'intervenir. Une obligation légale. Et quand les gens viennent nous voir dans mon organisme, ils me disent j'ai un problème avec le voisin d'à côté, je leur dis non, c'est le propriétaire qui a un problème maintenant avec ce voisin-là. C'est à lui, ça n'occupait pas à toi. Tu peux le prévenir, tu as été gentil, une méthode douce. Si ça ne va pas, propriétaire, fais ta job. Est-ce que dans une situation où il y a du bruit, on peut imaginer par exemple une fête qui se prolonge tard la nuit, est-ce que le locataire ou même le propriétaire d'un condo ou d'une maison a avantage à appeler la police pour les demander d'intervenir? Ça, c'est un problème. La police intervient très, très, très rarement. Ils ont des codes et ils vont intervenir juste s'il y a eu comme à répétition ou si, dans un même lieu, il y a eu 3 appels de personnes différentes. Là, ils vont intervenir. Et dans la majeure partie des cas, quand ils interviennent, une fois sur 2, je dirais, le bruit a cessé. Alors, donc, il n'y a pas de constat d'infraction qui sont donnés. Il y en a. À répétition, il y en a, il y a des amendes. Une amende de 200 $. Si le corps policier, ça fait la 2e fois qu'il vient, 3e fois, ils peuvent mettre des amendes en disant
essayer d'être dissuasif. Écoutez, vous avez vraiment fait exprès, on vous a entendu, on a tout compris, donc on va vous donner une amende. Ce qui est un peu dramatique, les policiers font une erreur, c'est que normalement, quand on fait des appels, c'est censé être anonyme. C'est pas anonyme, mais confidentiel. Et très souvent, ils vont aller cogner chez la personne qui a téléphoné avant d'aller voir le fautif. Alors là, la personne est identifiée et taguée, ce qui, à mon point de vue, est une erreur de jugement monumentale. Ce qui peut causer certains problèmes. Voilà. D'où les troubles de voisinage après. Voilà. Demandez-vous d'où ça vient. Oui, tout à fait. Est-ce que, et on va terminer là-dessus, parfois, il arrive qu'il y ait des travaux qui soient effectués dans un logement. Ça commence souvent très tôt, à 7 heures le matin, généralement à 7 heures à 15 heures, les ouvriers de la construction. Donc, s'il y a des travaux dans un logement connexe au nôtre, et qui font du bruit à 7 heures du matin, ils ont tout à fait le droit de le faire. Ils ont le droit de le faire. Par contre, le drame, c'est que les ouvriers vont souvent arriver avant, même s'ils ne travaillent pas, ils vont s'installer, ça fait un peu de bruit, mais théoriquement, ils ne doivent pas faire usage de leur appareil avant 7 heures du matin. Et est-ce que c'est la même règle qui s'applique dans le cas de travaux qui sont effectués, par exemple, par la ville ou par des sous-contractants? On pense aux rues, aux trottoirs. Théoriquement, oui, sauf que la Ville a cette priorité de dire s'il y a des notions dites d'urgence, les travaux peuvent se faire. Évidemment, s'il y a une fuite d'eau, évidemment. Mais théoriquement, on doit essayer. Mais une réparation de trottoir, des choses comme ça, c'est 7 heures. C'est souvent 7 heures, oui. 7 heures à 15 Et ça heures. va beaucoup, vous venez de le dire, avec l'heure des travailleurs, tout ça. Sauf que si c'est d'une urgence, exemple, s'il y a une fuite d'eau, bien là, ils vont travailler jusqu'à temps qu'ils vont l'arrêter. Donc, ça peut durer 15 heures de Donc, il y aura peut-être du marteau-piqueur durant la nuit, comme on a vu dans quelques-unes de nos rues ici à Montréal. Et qu'on risque de revoir aussi. Possiblement, en effet. Ouais. Gaétan Roberge, merci d'avoir été là et on se revoit bientôt. Très gentil. Alors, on vous présente maintenant notre calendrier communautaire préparé par Claudia Cruz. Un organisme de l'Est de Montréal est à la recherche de mères de famille pour parrainer des jeunes mères qui allaitent, de la naissance jusqu'au sevrage de leur bébé. Une disponibilité de 3 à 6 heures par mois est requise, incluant une réunion toutes les 4 à 6 semaines. Pour soumettre votre nom, contactez Accès Bénévolat au 514-523-6599, poste 28. La SPCA est toujours à la recherche de bénévoles pour les soutenir dans leur mission de sauver des animaux et d'améliorer leurs conditions de vie. 12 types d'implications bénévoles sont possibles pour des blocs de 3 heures. Une formation est offerte. Pour plus d'infos, visitez le site de la SPCA au www.spca.com. Les organismes Télécoute et Téléaîné recrutent présentement des téléphonistes prêts à écouter les personnes qui utilisent ces services d'écoute téléphonique. L'engagement s'effectue par bloc de 4 heures hebdomadaires sur une période d'1 an. Pour plus de renseignements, visitez le www.tel-écoute.org/bénévolat. C'est maintenant l'heure de vous présenter notre coup de chapeau de la semaine qui vous est présenté en collaboration avec le Conseil jeunesse de Montréal et le journal Métro. Alors, notre invitée s'investit à titre de bénévole avec l'organisme Dans la rue depuis déjà 4 ans. Elle est chef d'équipe de la Roulotte, un des 5 services de l'organisme. Et alors, nous décernons notre coup de chapeau cette semaine à Erin McCorbet. Madame McCorbet, bonjour. Salut. Bienvenue au bulletin. Merci de m'avoir... Ça nous fait plaisir. Pourquoi vous vous êtes impliqué avec l'organisme Dans la rue? Et que fait l'organisme Dans la rue pour les téléspectateurs qui ne le connaissent pas? Oui, mais Dans la rue, c'est quand même presque le même âge que moi. C'est là depuis au moins 27-28 ans, depuis 1988, pour les jeunes dans la rue de 12 à 25 ans. Donc, les jeunes itinérants dans la rue. Oui, exactement. Ça a commencé avec Pops, qui était un prêtre qui a pris son retraite. Le père Emmett Jones. Exactement. Voilà. Puis, il sortait les soirs juste pour en donner un petit... nourriture pour remplir l'estomac, des jeunes qui avaient peut-être rien à manger ou pas une place à y aller. Puis ça a commencé avec ça, puis ça a juste grandi avec les années qui sont passées. Et vous, qu'est-ce qui vous a incité à vous impliquer avec l'organisme Dans la rue? Probablement, au début, ça a commencé avec les publicités qu'on voit soit dans le métro ou... J'avais toujours l'idée de, à part juste de travailler, je n'étais pas à l'école, alors de faire quelque chose de plus pour moi-même. Alors, c'était juste de trouver la bonne organisation, puis celui-là, ça a marché. Il y a eu un déclic, ça a cliqué. Oui, exactement. Entre vous deux, ça a cliqué. Et vous êtes maintenant, vous êtes passé de membre bénévole à chef d'équipe de la Roulotte. Qu'est-ce qu'elle fait, la Roulotte? C'est quoi les services qu'elle offre? La Roulotte, c'est vraiment le premier point de rencontre avec Dans la rue, parce que nous, on sort et on va chercher les jeunes, tandis que la 112 jours, le bunker, c'est fixe dans un bâtisse. Alors, on a 4 arrêts, puis on sort, la Roulotte sort
tous les soirées de la semaine, sauf les mardis et les samedis. Alors, il y a 10 équipes. Puis c'est ça, on est là juste pour vraiment un petit dépannage et la première point de rencontre. On a bien sûr nos hot dogs fameux. Les qu'on célèbres hot dogs, oui. Oui, et à part de ça, on a de la base, du jus, du chocolat chaud, du café. Puis on a aussi vraiment de la base. Des fois, l'hiver, on va avoir des couverts ou des bas. Vraiment des choses utiles ou Des choses qui vont vraiment les aider pour leurs besoins présents. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour les jeunes itinérants de prendre contact avec quelqu'un, de voir, de découvrir peut-être des ressources qui sont disponibles pour eux pour leur permettre de s'en sortir? Bien, on essaye. On a un liste vraiment avec les numéros et tout. Des fois, on a des demandes, mais c'est moins souvent. Okay. On a beaucoup de réguliers qui viennent, ça fait au moins 1 an, 2 ans, alors ils savent. On essaie aussi de parler beaucoup du centre du jour parce que c'est là qu'on a les intervenants du rue qui sont là, l'infirmière, des psychologistes, l'école et tout. Alors, on essaie vraiment de les diriger vers le centre du jour, mais des fois, la réponse qu'on entend souvent, c'est « Ah, ben c'est loin, je peux pas vraiment me rentrer plus en ville. » Mais on est vraiment Mais s'il y a un intérêt pour eux de faire des efforts, quoi que ce soit, vous êtes là aussi pour les renseigner, pour les diriger. Absolument. On n'est pas, on est tous des bénévoles, on n'est pas, on n'a pas étudié dans le domaine, mais on est là pour les diriger, soit au centre du jour. Vous êtes là pour les dépanner dans un premier temps et ensuite Exactement. de ça, les accompagner s'ils en font la demande. C'est ça, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez appris personnellement de ce contact-là avec ces jeunes de la rue? Bien, juste récemment, j'en pensais, je parle des fois avec mes amis, puis c'est vraiment pas nécessairement l'image de qu'est-ce qu'on a d'un itinérant dans la rue. Ça a changé, je trouve. C'est vraiment plus, ils vont avoir, peut-être un appart ou, un cellulaire, mais là, après ça, le loyer, le téléphone, ils n'ont plus d'argent pour la bouffe ou des choses comme ça. Alors, c'est vraiment, elles sont, dans les situations précaires. Alors, c'est pas nécessairement qu'ils sont physiquement... Ce n'est pas que de l'itinérance, ça s'est élargi maintenant, la pauvreté. Oui, mais aussi, la chose, je trouve vraiment, ça fait chaud au cœur, c'est que les services qui sont disponibles pour ces jeunes-là ont tellement grandi depuis que Dans la rue a commencé. Il y a tellement plus de services qui sont là pour les jeunes, puis ça me fait content à la fin de la journée, Si vous aviez à dire un mot à des gens qui voudraient s'impliquer, que ce soit dans la rue, avec l'organisme Dans la rue ou avec un autre organisme, qu'est-ce que vous leur diriez? Un couple de choses vient en tête. Bien sûr, hier, j'ai dit, lâche pas. C'est pas toujours évident. Moi, quand j'ai commencé ma première rencontre avec quelqu'un, à l'administration de Dans la rue, ça a pris 5 mois avant que j'ai commencé sur la roulotte. Alors, ça peut prendre du temps. Tu dois être, vraiment persévérant, de les appeler, d'être juste comme, continuer d'essayer, parce que des fois, c'est pas toujours immédiat qu'ils ont besoin de quelqu'un, mais... Et les organismes communautaires ont souvent très peu de moyens, donc ils font ce qu'ils peuvent alors, avec, juste avec lâche ce qu'ils ont. pas, mais aussi, n'oublie pas, je sais, c'est vraiment, populaire d'aller dans d'autres pays puis faire du bénévolat là-bas, mais il y a tellement de besoins ici, dans votre propre ville, alors n'oubliez pas, d'aider les gens ici à Montréal, au Québec. Les deux. Voilà. Bien, Erin McCrorbey, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Félicitations pour ce que vous faites auprès de l'organisme Dans la rue, et c'est à vous qu'on descend notre coup de chapeau de la semaine. Merci beaucoup. Devenez fan de l'émission en visitant notre page Facebook. Vous pouvez aussi suivre TCF sur Facebook et Twitter. C'est tout pour cette semaine. Merci à toute l'équipe qui a travaillé sur la production du bulletin. Nos journalistes Aimé Lemieux, Florence Breton, Claudia Cruz et Jérémy Heintzmann. Nos caméramans Guillaume G. Pilote et André Gingras. Dejala Gelin à l'assistance, Laërcio Bastos à la réalisation. Au nom de toute l'équipe, ici Louis-Martin McArdle, merci d'avoir été là et on se revoit dans 7 jours pour un nouveau bulletin. À la semaine prochaine.